J'ai gardé le titre que Sylvie m'avait proposé comme point de départ parce qu'il m'a semblé intéressant dans la mesure où on me le proposait. Il m'a semblé intéressant d'avancer quelques éléments d'analyse de ce titre pour, à partir de là, proposer un point de vue ancré dans mes propres travaux sur l'historicité des concepts scientifiques qui est le thème de notre semaine. Donc, en quoi les mathématiques chinoises, je reviendrai sur l'expression tout à l'heure, sont-elles des mathématiques? À partir du moment où on pose une question du type « en quoi X sont des mathématiques ?» il nous faut répondre à la question de ce que sont, de ce que seraient, de ce qui caractériserait les mathématiques. Je vais prendre cette question par un biais qui me mènera très rapidement aux quelques idées que je veux défendre sur le sujet. Ce biais, c'est de regarder la pratique de l'histoire des mathématiques et l'évolution de cette pratique de l'histoire des mathématiques, dans la mesure où cette pratique, elle implique une décision, ne serait-ce qu'implicite, sur la réponse qu'il faut donner à la question de savoir ce que sont les mathématiques, puisque c'est justement de ça dont cette pratique propose une histoire. Quand on prend la question par ce biais, force est de constater, tout d'abord, que le plus souvent, ce dont nous faisons l'histoire quand nous faisons l'histoire des mathématiques, cette chose-là a pour extension, pour définition, pour teneur, celle qu'en donnent les institutions académiques, à savoir, plus ou moins, la teneur, la nature de la discipline telle que l'incarnent les institutions d'enseignement, du primaire au supérieur, et de recherche. Comme si, donc, il ne pouvait se concevoir de mathématiques qu'académiques ou qu'à partir des mathématiques académiques. Or, nous allons voir très rapidement qu'il n'en est rien. L'impact des institutions académiques sur notre perception de ce que sont les mathématiques apparaît de façon on ne peut plus claire si l'on observe la manière dont cette perception évolue avec les transformations que connaît la discipline mathématique au sein des institutions académiques. Pour mettre ce fait en évidence, il suffit d'observer, et je le ferai très très rapidement en donnant juste quelques touches, la corrélation qui existe entre la teneur des mathématiques telle que on peut la déduire, l'extension des mathématiques telle qu'elle se voit dans les institutions académiques et l'extension de l'histoire des mathématiques. En effet, nous allons voir que cette corrélation persiste, même si la teneur des mathématiques évolue et que, justement, l'histoire des mathématiques va évoluer. Un exemple. Quand Félix Klein et d'autres lancent à la fin du XIXe siècle une encyclopédie des sciences mathématiques, une encyclopédie des sciences mathématiques qui comportera un panorama historique sur la discipline, cette entreprise comporte des volumes dédiés à l'histoire de la mécanique, à l'histoire des sciences physiques, des volumes dédiés aux jeux et récréations mathématiques, reflétant une pratique des mathématiques dans l'institution allemande à laquelle Félix Klein et ses collègues appartiennent. On peut dire qu'au cours du XXe siècle,
par exemple, la mécanique comme sujet est sortie de la discipline mathématique pour être plus clairement rattachée à la discipline physique, et corrélativement, l'histoire des mathématiques ne recouvre plus l'histoire de la mécanique qui est devenue une partie de l'histoire de la physique. Autre exemple, l'histoire de ce qu'on a appelé les mathématiques appliquées. Jusque dans les années 1980, l'histoire des mathématiques faisait une très maigre part à l'histoire des mathématiques appliquées. L'histoire des mathématiques appliquées s'est très fortement développée en parallèle avec le fait que l'institution académique a reconnu les mathématiques appliquées comme une forme de pratique des mathématiques. Donc on voit que l'extension de ce que sont les mathématiques varie au sein des institutions académiques, et partant, le périmètre que couvre l'histoire des mathématiques a varié au cours de l'histoire. Les disciplines bougent, les frontières disciplinaires évoluent, et avec elles, la perception des mathématiques, comme en témoigne la définition de l'histoire des mathématiques. Par ailleurs, deuxième point, les mathématiques académiques, bien entendu, se transforment. Et avec cette transformation, notre perception de ce que sont les mathématiques se transforme. Là, je prendrai l'exemple d'une discipline qui est devenue clairement une sous-discipline des mathématiques au cours du XXe siècle, qui est la combinatoire. La combinatoire, vous l'avez peut-être rencontrée au cours de vos études sous l'angle du décompte des permutations, des arrangements avec tout un ensemble d'objets. C'est une discipline qui s'est très largement développée à partir de ce point de départ pour traiter de façon générale de structures discrètes. Je n'en mentionnerai qu'une, la structure de graphes, qui sont ces objets qu'on utilise d'ailleurs en linguistique, donc je n'ai pas besoin de vous faire même un dessin pour vous dire ce que sont les graphes. Du fait du développement de la combinatoire, du fait par exemple du développement de la théorie des graphes, on reconnaît comme mathématiques aujourd'hui des choses qu'auparavant on n'aurait pas reconnues comme mathématiques. Je pense que les activités combinatoires des linguistes arabes au 8e siècle, je parle sous le contrôle de mes collègues plus compétents que moi, ces activités combinatoires étaient perceptibles comme combinatoires avec l'état de la combinatoire, nous dirons par exemple au XIVe siècle. En revanche, d'autres types d'activités ont été reconnus comme combinatoires et donc comme mathématiques avec le développement d'autres traits de la combinatoire, avec l'inclusion d'autres types d'objets, d'autres types de théories, la définition de la combinatoire telle que nous la connaissons aujourd'hui. Je pense par exemple à ce problème que Euler traitait au XVIIIe siècle, qui est le problème des ponts de Königsberg. Alors, au pifomètre, on a une ville avec des îles, des ponts. Est-ce qu'il existe une manière de se promener dans la ville en parcourant les ponts une fois et une seule? C'est un petit jeu, une petite devinette. Euler, le premier, va y consacrer un mémoire. À l'époque d'Euler, on comprend mal en quoi ceux-ci sont des mathématiques. Avec le développement de la théorie des graphes, on situe en quoi ce problème est un problème de théorie des graphes, on situe en quoi ce problème pose une question générale sur les graphes, et la résolution de ce problème dépend d'un théorème qui est devenu un théorème de théorie des graphes. Curieusement, le même Euler a écrit
tout un ensemble de textes sur ce qui apparaissait être des petites devinettes et qui ont tous trouvé aujourd'hui une place bien déterminée au sein des mathématiques en tant que mathématiques. Cet exemple est intéressant car il va de pair avec le fait de reconnaître comme mathématiques d'autres activités pratiquées cette fois-ci par des gens qui n'ont jamais fait de mathématiques au sens académique du terme. Je pense à ces enfants dans certaines sociétés d'Afrique qui tracent des dessins sur le sable soumis aux mêmes contraintes de ne passer sur chacun des traits qu'ils tracent qu'une fois et une seule. Cette activité, grâce au développement de la combinatoire, de la même manière, a été reconnue comme ayant une dimension mathématique et la solution qu'ils apportent par leur parcours sur ces dessins à cette question est identifiée comme relevant des mathématiques. La condition, vous le voyez, pour reconnaître une dimension mathématique à une activité, que ce soit l'activité de l'air ou l'activité des enfants qui tracent des dessins sur le sable, je n'ai donné qu'un exemple, il y en a bien d'autres. La condition pour reconnaître cette activité comme mathématique, c'est qu'on puisse construire un pont entre ce que sont les mathématiques aujourd'hui pour nous et cette activité, un pont entre les objets, un pont entre les questions qui se posent au sein des mathématiques et au sein de l'activité donnée, un pont entre les solutions. On a de multiples exemples de la construction de tels ponts et de la mise en évidence d'une dimension mathématique à tout un ensemble d'activités. Donc, ce qui est susceptible d'être reconnu comme mathématique évolue dans le temps avec l'évolution des mathématiques au sein de l'institution académique. Un développement sous l'angle de l'extension et un développement également sous l'angle de la teneur. Ce mouvement est assez intéressant. En effet, on pourrait avoir l'impression qu'il y a un mouvement des idées mathématiques au sein de l'institution et que ce mouvement reconnaît ce qui est à l'extérieur comme mathématique et met en évidence des éléments de mathématiques ailleurs. En fait, il est des cas où le mouvement est beaucoup plus étonnant. J'ai évoqué la théorie des graphes. Il se trouve que la théorie des graphes a émergé dans les années 30 du XXe siècle en faisant fond sur tout un ensemble de problèmes qui avaient été développés dans le contexte de jeux et de récréation mathématiques. Autrement dit, le lien entre les mathématiques académiques et les autres types d'activités mathématiques, ce n'est pas seulement un lien de tronc à branche, de développement principal et extension de ce qu'on reconnaît comme mathématiques, mais il est des cas, et l'une de mes étudiantes, Mitsuko Mizuno, travaille sur ce sujet, il est des cas où ce qui est développé en dehors des institutions académiques est le terreau à partir duquel vont se développer des théories qui seront des théories à part entière des mathématiques de l'institution académique. On voit dans cet exemple que les mathématiques de l'institution sont non seulement en relation de traduction, de reconnaissance avec des activités qui sont reconnues comme mathématiques en dehors de l'institution, mais qu'elles sont également parfois en continuité historique avec des mathématiques qui se développent en dehors de l'institution et que le développement
des mathématiques permet de comprendre en quoi ces activités sont mathématiques. Donc, pour conclure sur ce point, ce qui est perçu comme mathématique par les institutions académiques sur la base de ce que nous en offrent comme image les institutions académiques a une histoire dont les racines plongent hors du monde académique, et on comprend donc la fragilité de toute réponse à la question de ce que serait le mathématique. On comprend que cette réponse ne peut être que ancrée à un moment donné, que cette réponse peut varier, que cette réponse a une histoire. J'ai insisté, ce sera important pour la suite de mon exposé, sur les opérations qui sont impliquées dans le fait de reconnaître quelque chose comme relevant des mathématiques, la traductibilité des objets, la traductibilité des problèmes, des visées, la traductibilité des solutions apportées, leur reconnaissance comme solution pertinente. Et c'est sur cette base que je voudrais maintenant revenir à la question de savoir en quoi les mathématiques chinoises sont des mathématiques. Je dois le dire, à titre de préliminaire, que je tente d'éviter d'employer l'expression de mathématiques chinoises. La raison en est simple. Cette expression paraît indiquer une version singulière des mathématiques, qui serait une mathématique chinoise, qui se serait développée en Chine en vase clos et qui serait ensuite à comparer à d'autres mathématiques historiquement indépendantes d'elle. Je pense que pour éviter de délivrer le risque, en tout cas, de ce type d'interprétation, je suggérerais de parler tout au plus de mathématiques en chinois ou de mathématiques en Chine. Je l'ai évoqué hier, notre plus ancien document qui nous parle de mathématiques en Chine date environ de 186 avant notre ère. Il a été en tout cas mis dans une tombe qui a été scellée en 186 avant notre ère environ. C'est un premier document de toute une série de sources écrites en chinois et dont le contenu relève clairement des mathématiques au sens que j'ai esquissé précédemment. Ces sources traitent et ne traitent que de problèmes mathématiques que nous identifions clairement comme tels, de sujets mathématiques qui sont devenus des sujets que l'institution académique reconnaît comme mathématiques, et ces sources apportent à ces problèmes des solutions clairement identifiées comme correctes. Il est clair, sur la base de la première partie que j'ai faite, que nous trouverons d'autres types de sources témoignant d'autres types d'activités à partir desquelles on pourrait poser des questions comme celles que je posais à propos des enfants qui font des dessins sur le sable. Il y a eu aussi en Chine des activités dont la relation aux mathématiques est aussi problématique et pose des questions plus délicates. Pour ce qui est des sources dont je parle, elles se laissent traduire en problèmes, concepts et résultats que nous reconnaissons clairement aujourd'hui. Certains de ces concepts, certains de ces résultats présentent une continuité historique avec les mathématiques qui sont les nôtres aujourd'hui, d'autres pas. Et pourtant, ce n'est pas parce que certains concepts ou certains résultats se laissent traduire dans les concepts d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que certains concepts, certains résultats
présentent une continuité d'un point de vue historique avec nos concepts d'aujourd'hui, qu'ils leur sont identiques. Les concepts en lesquels nous traduisons ceux que nous trouvons dans les sources chinoises sont comparables, mais non identiques, et il y a donc un travail de distinction conceptuelle à faire, et il y a un travail d'histoire pour comprendre cette transformation conceptuelle. Ma thèse, je l'ai évoquée très rapidement hier. Aujourd'hui, je vais essayer de la développer de façon plus systématique. Ma thèse, c'est qu'en Chine, il y a eu plusieurs cultures mathématiques savantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mathématique chinoise, mais qu'on peut discerner différentes cultures. C'est vrai en Chine, je tiens que c'est vrai partout ailleurs. Nous pourrons en discuter. Qu'est-ce que j'entends par le mot culture? Je l'ai évoqué hier, je reviens de façon plus développée aujourd'hui sur la question. Par culture, je n'entends certainement pas ce que certains appellent la culture chinoise et que j'ai la faiblesse de ne pas reconnaître comme un concept pertinent. Je ne sais pas ce que ça veut dire, culture chinoise. En revanche, par culture, j'essaye de saisir des cultures professionnelles, des cultures savantes, c'est-à-dire des manières que des collectifs donnés ont développé de travailler les mathématiques. Ça implique par exemple un environnement matériel, des manières de calculer, des manières de faire des figures, de façon générale des manières de visualiser. Ça implique des types de textes. C'est un des éléments de ce que nous avons vu hier, mais on peut aller plus loin dans l'analyse des types de textes utilisés dans une culture donnée. Cela implique des valeurs, et en particulier des valeurs épistémologiques. Je vais évoquer dans un instant l'importance dans la culture dont je veux parler, la culture mathématique dont je veux parler, de la valeur de généralité. Cela implique des objectifs. Cela se transmet par un enseignement, par un apprentissage. C'est à ce genre de formation que je voudrais réserver le terme de culture. Ma thèse, c'est que les concepts, les résultats qui s'obtiennent au sein de telles formations sociales présentent des corrélations avec la manière de travailler, première thèse, et pourtant circulent. C'est-à-dire qu'il y a d'une part une adhérence des concepts aux cultures au sein desquelles ces concepts émergent, mais cela ne signifie pas que ces concepts sont prisonniers de ces cultures. Il n'y a donc pas de relativisme dans la description que je souhaite donner de cette culture mathématique. Il y a des corrélations entre les concepts et les manières dont on travaille, entre les résultats visés et la culture savante que je veux décrire. Et ces concepts, ces résultats circulent, sont acceptés par d'autres cultures. En ce sens, je dirais que l'universalité des résultats mathématiques se construit dans une histoire qui est celle qui m'intéresse. J'ai choisi aujourd'hui de traiter de ces questions en me concentrant sur un cas où nous allons voir un concept d'équation émerger dans le contexte de cette culture savante qui m'intéresse. Nous allons voir ce concept se développer au sein de cette culture, puis ce concept circuler et s'articuler à d'autres concepts,
pour donner un concept qui sera importé en Europe, au moins à la fin du XVIe siècle. Donc j'ai choisi d'aborder cette question de l'historicité des concepts sous l'angle de la singularité des concepts qui émergent dans différentes parties de la planète, de leur circulation et de leur articulation. J'ai donc voulu insister sur la dimension non linéaire de l'histoire des concepts, la dimension non linéaire de l'historicité des concepts. Comme hier, je vais être extrêmement allusive. Je ne vais pas du tout parler du contenu de ces concepts scientifiques, parce que nous ne sommes pas là pour parler de contenu mathématique, mais ce que j'aimerais pointer, c'est la singularité de certaines manières de travailler, la singularité de certains concepts en les opposant à d'autres concepts, et les modalités de circulation. Donc, même ceux qui ont fait des maths dans leur vie ne vont pas comprendre l'aspect mathématique de ce que je vais dire, parce que j'irai très vite, et surtout parce que je ne donnerai aucune explication mathématique. Ce sur quoi j'insisterai, c'est plutôt sur les modes de travail et la constitution de cette culture savante qui m'intéresse ici. Je vais aborder la culture qui m'intéresse à partir du plus ancien document qui nous a été transmis par la tradition écrite, donc par contraste avec les documents qui sont trouvés dans des tombes et qui n'ont survécu que par le fait d'être choisis pour être enterrés avec un fonctionnaire la plupart du temps. Par contraste avec ces documents, d'autres nous sont parvenus par la tradition écrite. Ils datent à peu près de la même période, puisqu'ils ont tous été rédigés, ceux qu'on trouve dans les tombes comme ceux qui ont été transmis par la tradition écrite, ils ont tous été rédigés en gros au moment de l'unification de l'Empire chinois entre la fin du IIIe siècle avant notre ère et le IIe siècle de notre ère. Je vais à très gros traits. Je remonte à ces 9 chapitres sur les procédures mathématiques, que j'abrégerai en les 9 chapitres, dans la mesure où ce document atteste d'une manière de pratiquer les mathématiques, d'un intérêt pour un certain type de questions, qui va être caractéristique de toute une tradition d'écrits mathématiques et d'activités mathématiques telles que nous pouvons telles qu'elles sont documentées, en gros, jusqu'au XIVe siècle de notre ère. Et donc, mon objectif est, dans un premier temps, à travers un chemin dans ce document mathématique, de mettre en évidence une manière de faire des mathématiques. Je vais esquisser certaines particularités. Chemin faisant, je parlerai de certains résultats qui ont été obtenus. Et je montrerai comment cette pratique s'est transmise, comment ces concepts ont évolué, et j'en arriverai ensuite à la question de la circulation de fait vers le monde arabe. Alors, ces 9 chapitres, ils ont joué en gros en Chine le rôle qu'ont joué les éléments d'Euclide autour du bassin méditerranéen, dans le sens où ils ont été un ouvrage qui a été très régulièrement utilisé dans l'enseignement des mathématiques. Cet ouvrage est devenu un classique, et par ce terme de classique, je traduis un terme chinois reconnu comme tel par la critique littéraire en Chine, comme un type d'ouvrage qui sont des canons, et en relation avec le fait qu'il a acquis un statut canonique, cet ouvrage a fait l'objet de commentaires, dont 2, celui qu'achève Liu Hui en 263 et celui qu'achève Li Chunfeng en 656, ont été choisis par la tradition écrite pour être transmis avec l'ouvrage. C'est un fait assez important dans la mesure où il n'existe aucune
édition des 9 chapitres qui ne comporterait pas les 2 commentaires de Liu Hui puis de Li Chunfang. Ce sera important pour nous parce que ces commentaires donnent des sources extrêmement précieuses pour décrire cette culture mathématique que j'ai en vue. Le texte des 9 chapitres, comme celui du document que j'ai évoqué hier, ne comporte que des problèmes et des algorithmes. On est en peine, à partir d'un tel document, de décrire une culture, une manière de faire des mathématiques. Les commentaires, par contraste, sont beaucoup plus bavards et donnent beaucoup plus d'informations sur comment ils lisent le classique, qu'est-ce qu'ils lisent dans le classique, qu'est-ce qu'ils y reconnaissent, quelles pratiques des mathématiques est la leur, et donc ils sont un document extraordinairement précieux pour l'objet qui est le mien. Donc, quand je dis que les 9 chapitres sur les procédures mathématiques contiennent problèmes et algorithmes, algorithme renvoie à un mot que j'ai traduit par procédure, un mot chinois, qu'on trouve dans le titre, les 9 chapitres sur les procédures mathématiques. Et ces algorithmes sont vraiment la clé de voûte de l'activité mathématique en Chine ancienne. Quand on pense aux mathématiques, on pense théorème, on pense algorithme, on pense à tout type d'énoncé. On ne trouve pas de théorème dans ces textes mathématiques. L'activité mathématique va essentiellement s'appuyer, travailler sur des algorithmes. Par contraste avec ces éléments qu'on trouve dans les 9 chapitres, les commentateurs vont, eux, démontrer que ces algorithmes sont corrects. On a donc ici une pratique de la démonstration mathématique en Chine ancienne à partir du IIIe siècle, qui pose la question de savoir pourquoi l'exercice traditionnel de la rédaction d'un commentaire à un classique se fait dans le contexte des mathématiques, écriture de démonstration que les algorithmes sont corrects. C'est une question, bien entendu, sur laquelle je ne reviendrai pas du tout ici parce que ce n'est pas mon objet, mais je le signale parce que c'est particulièrement important. Autre remarque que je ferai en passant pour votre information, on voit donc que ces commentateurs vont démontrer non pas que des théorèmes sont vrais, mais que des procédures sont correctes. On a donc une branche de l'histoire de la démonstration mathématique qui diffère de celle qu'on va trouver dans les éléments de géométrie d'Euclide, mais je passe sur ce sujet. Et j'en arrive à ce qui est l'essentiel de ce que je veux dire sur la culture qui m'intéresse, qui est la manière de travailler, et en particulier la manière de travailler avec les algorithmes, la manière de travailler avec les procédures de calcul et les valeurs avec lesquelles on a mené ce travail. Alors, première chose, pour que les choses soient claires, le fait que les énoncés soient des algorithmes vaut absolument de façon générale, y compris pour des énoncés auxquels nous donnerions la forme de théorème. Je donne un premier exemple en géométrie. Sur mon écran, le cercle est une ellipse, mais heureusement, je vois qu'ici, c'est quand même un cercle. Pour énoncer quelque chose sur l'aire du cercle, on énonce l'algorithme que la moitié de la circonférence multipliée par la moitié du diamètre donne l'aire du cercle. Vous avez entendu parler de pi et vous savez qu'il y a un petit problème pour avoir simultanément la moitié de la circonférence et la moitié du diamètre. Tel est néanmoins l'algorithme tel qu'il est donné dans les 9 chapitres et l'algorithme que le commentateur démontrera comme correct
en tant que tel. Autre exemple dans le contexte de la géométrie, pour le volume de la pyramide, on multiplie la longueur par la largeur, le résultat par la hauteur, on prend le tiers pour donner le volume de la pyramide. On trouve dans les éléments de géométrie d'Euclide un énoncé comparable, mais qui prendra la forme d'un théorème. Je ne reviens pas sur cette comparaison. Donc tout prend la forme de listes d'opérations, y compris des énoncés auxquels nous donnerions d'autres formes. Mais bien entendu, on a des listes d'opérations, des algorithmes beaucoup plus complexes, et c'est de ceci que je veux parler maintenant pour signaler quelques-uns des traits singuliers du travail avec ces algorithmes. Alors, un exemple d'un algorithme particulièrement intéressant qui montre comment les algorithmes ont été la base d'un effort mathématique, d'un travail mathématique, c'est celui qui propose la résolution de ce que nous appelons aujourd'hui des systèmes d'équations linéaires. Oubliez ce qui est marqué sur ce transparent, vous voyez des X plein d'inconnus, d'accord, des équations qui ont une certaine forme, et on va tricoter ces équations en les soustrayant d'une certaine manière les unes des autres pour dénouer le système. Vous voyez que dans la dernière équation, pardon, j'utilise le doigt, alors je dirais, vous voyez que dans la dernière équation, il ne reste plus qu'un seul x qu'on va pouvoir déterminer par une simple division et on va pouvoir ensuite dénouer le système. C'est l'algorithme tel qu'il est proposé dans les 9 chapitres. Je voudrais signaler plusieurs faits à son sujet. Premièrement, ce que je viens de résumer, c'est un texte. Donc l'algorithme, il a une face dans le texte qui est liste d'opérations comparable à ce que nous avons vu hier. Ce texte renvoie à un en dehors du texte qui est la surface sur laquelle on pratique les calculs. Il n'y a aucune illustration de cette surface dans les textes avant des sources du XIIIe siècle. Donc nous sommes obligés de nous appuyer sur les indices que nous laissent les sources pour reconstituer le travail sur la table à calculer. Et c'est un travail essentiel, vous allez le voir, pour saisir certaines particularités singulières vraiment de l'activité mathématique dans la culture qui m'intéresse. Donc j'insiste, quand je vous montre des représentations sur la surface à calculer, ce sont des choses que j'ai reconstituées sur la base des textes. Ici, c'est extrêmement simple. Nous avions ici un x, c'est le premier, un autre x, c'est le deuxième, un énième x, c'est le énième, qui sont accompagnés de nombres, des coefficients, et qui sont donnés comme égaux à un autre nombre. Le texte va nous dire de mettre le premier nombre dans la position supérieure de la colonne de droite, le deuxième nombre dans la position supérieure, la seconde position de la colonne de droite, etc., jusqu'à la position inférieure de la colonne de droite. Donc ça vous donne une idée de comment on reconstitue ce qu'on fait sur la surface à calculer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai écrit un article si ça vous intéresse sur le sujet. C'est juste pour vous dire que je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Les textes renvoient, même si cette table à calculer, est un en dehors du texte. Donc, première chose, on dispose les valeurs sur la surface à calculer. Vous le voyez dans un tableau. Les valeurs sont représentées avec un système positionnel décimal. C'est-à-dire que si ce nombre est 123, on écrira le chiffre pour 1, le chiffre pour 2, le chiffre pour 3, et le chiffre pour 1 vaudra 100 du fait de la position qui est la sienne. Ce texte des 9 chapitres date du 1er siècle. On dit souvent que le système de numération décimale vient d'Inde. L'attestation la plus ancienne d'un écrit en Inde qui parle de ce système, c'est du 5e siècle. Je ne propose pas de réécrire l'histoire
du système de numération positionnelle décimale en disant que c'est donc en Chine qu'on a inventé le système positionnel décimal. Nos sources sont bien trop lacunaires pour qu'on puisse faire une affirmation de cette sorte. Si demain on trouve des documents indiens antérieurs, on va jouer l'aller-retour entre l'Inde et la Chine en termes de précurseurs. Ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est un fait qu'aucune nouvelle source ne pourra supprimer, c'est le fait qu'en Inde comme en Chine, on a utilisé le même système, ce qui est un des faits qui montrent qu'il y a eu des circulations de savoir entre l'Inde et la Chine. Il y en a plusieurs autres, et en fait, on trouve beaucoup de points communs entre les sources de la Chine ancienne et les sources de l'Inde ancienne. Ce qui va m'intéresser ici, c'est le fait que ce système d'écriture utilise la position avec une valeur mathématique. Parce qu'en fait, c'est un fait qui est vrai pour le système d'écriture des nombres, le système de numération, mais c'est également un fait qui est vrai pour l'écriture de ce système d'équations. En effet, tous les nombres qui correspondent à la première... Pardon, je persiste à montrer mon écran alors que vous ne voyez rien. Tous les nombres qui correspondent à la première inconnue, vous voyez, c'est ceux qui ont le 1 en deuxième dans le A, se trouvent rangés dans la ligne du dessus. Tous les nombres qui correspondent à la deuxième inconnue se trouvent rangés dans la seconde ligne. Tous les nombres qui correspondent à la première équation sont dans la colonne. Autrement dit, de même que pour le système d'écriture des nombres, on utilisait la position avec une valeur mathématique, on va ici utiliser la position avec une valeur mathématique. Et ça permet à l'algorithme de s'appuyer sur ce tableau pour faire des soustractions entre colonnes et arriver à ce qui va être ici un tableau triangulaire. Peu importe la technique mathématique, ça ne nous intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la récurrence d'une manière de faire en mathématiques, utiliser la position avec un sens mathématique. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va trouver l'usage de position avec un sens mathématique de façon récurrente jusqu'au XIVe siècle pour noter et pour travailler toutes sortes d'objets mathématiques. Il y a donc là une spécificité d'une tradition mathématique dont il nous faut rendre compte. Et je vais essayer d'en rendre compte sous la forme de pratiques de travail. Donc ici, ce qui, dans la version antérieure, était des soustractions entre équations, ça devient des soustractions entre colonnes. Et à partir du moment où il y a des soustractions entre colonnes, d'une part, ça veut dire qu'on va répéter les mêmes opérations à tous les niveaux. Cet algorithme, il a une certaine homogénéité dans son fonctionnement, et cette homogénéité, c'est un écho dans les opérations du fait qu'on a une notation qui utilise la position avec une valeur mathématique. Donc, il y a une relation entre la nature des algorithmes et la nature des notations. Par ailleurs, vous imaginez bien que si on commence à retirer une colonne d'une autre colonne, il va se présenter des cas où on n'aura pas tous les nombres d'une colonne qui vont être supérieurs à tous les nombres d'une autre colonne. Effectivement, on va introduire, pour réaliser cette soustraction, des nombres positifs et des nombres négatifs, à propos desquels on peut dire plusieurs choses. Première chose, ces nombres positifs et négatifs, ils sont introduits pour permettre d'étendre l'ensemble des problèmes pour lesquels on peut appliquer l'algorithme pour trouver une solution. Ceci dit, ils sont purement attachés à la volonté d'étendre la validité de l'algorithme, donc à la volonté d'avoir un algorithme qui soit le plus général possible,
Mais ces nombres positifs et négatifs sont différents des nôtres, au sens où la solution ne sera jamais ni un nombre négatif, ni un nombre positif. Et c'est ça le point clé. La solution, c'est un nombre, et les marques positives et négatives, elles sont mises sur les nombres pour pouvoir continuer l'algorithme et arriver à une solution. Donc premièrement, positif et négatif différents des nombres positifs et négatifs que nous utilisons. Deuxièmement, positif et négatif pour rendre l'algorithme plus général. Troisièmement, dans son commentaire, le commentateur va devoir interpréter ce qu'est une colonne avec des nombres positifs et négatifs. Ça fait partie de sa démonstration que d'interpréter le sens d'une colonne qui apparaît au cours du calcul. Or, l'interprétation qu'il en donnera sera précisément le type d'énoncé qu'on trouvera dans les problèmes suivants du classique. Nouvelle extension du type de problème que l'algorithme va résoudre. Et vous voyez donc là comment le commentaire, en faisant la démonstration de la correction des algorithmes, explique la succession des problèmes dans le classique. On a donc une petite fenêtre sur le lien entre démonstration de la correction et exégèse du classique. Je vous demanderai simplement de retenir pour tout à l'heure qu'on introduit des marques positives et négatives pour pouvoir continuer le calcul et qu'ensuite ces marques positives et négatives, elles sont sorties du tableau pour devenir des énoncés interprétés par le commentateur et pour devenir des énoncés qui vont pouvoir être le point de départ de nouveaux problèmes. Ce que nous voyons donc ici, et c'est un point très important, c'est sur la base d'une pratique de calcul, l'introduction de colonnes qui sont prélevées pour devenir des objets mathématiques. On va retrouver ce phénomène tout à l'heure. Dernier point que je veux souligner à propos de cet algorithme, il revient à quelque chose dont j'ai parlé hier, qui est la fameuse assignation des variables. Les vrais composants sur lesquels porte l'algorithme, ce sont les positions dans le tableau. Vous voyez bien que quand on va soustraire deux colonnes, ce qu'on va trouver dans une colonne, ce sera le résultat de la soustraction. C'est possible parce que les nombres sont représentés avec des baguettes sur la table à calculer et donc leur valeur peut évoluer au cours du calcul. Le calcul, néanmoins, continuera à parler de la position, par exemple, supérieure de la deuxième colonne. Autrement dit, les éléments sur lesquels porte le calcul, ce sont les positions, quel que soit le contenu de ces positions au cours du calcul. Donc, vous vous rappelez peut-être ce que j'ai dit hier à propos des positions comme ayant un rôle clé. On retrouve exactement la même chose dans cet algorithme, comme on va le retrouver dans l'algorithme suivant, qui est un algorithme d'extraction de racines, pour lequel, même chose, nous avons la pratique de l'algorithme textuel et la pratique de l'algorithme sur la surface à calculer, avec, bien entendu, une articulation entre les deux. Alors, il est hors de question d'entrer dans l'interprétation de cet algorithme. La seule chose que j'ai voulu montrer en projetant ce texte, c'est, avec les termes que j'ai soulignés, comment l'algorithme est écrit avec l'ensemble des termes d'une division. Vous voyez dividende, vous voyez quotient, vous voyez diviseur, éliminé. Tous ces termes sont des termes qui proviennent du calcul d'une division. Autrement dit, dans le texte, l'algorithme est montré comme étant une forme de division. Et ceci va correspondre, sur la table à calculer, au fait que l'évolution des calculs
pour l'extraction d'une racine carrée sera l'évolution des calculs d'une division à un chouïa près. En termes de pratique, vous voyez que du point de vue de la pratique d'écriture, il y a la volonté d'écrire des textes qui montrent les liens entre des algorithmes. Ici, c'est un lien de similarité. En termes de surface à calculer, il va y avoir un travail sur la représentation du flot des calculs qui mettra en évidence comment l'extraction racine est une forme de division. Je ne veux absolument pas rentrer dans les détails du calcul. Ce texte requiert, pour être compris, une forme de circulation, lui aussi, pour pouvoir obtenir dans les différents cas une extraction de racines. Je passe sur la question de la circulation, on en a parlé suffisamment hier. Vous avez ici la figure, nouvel élément textuel dans cette pratique mathématique que le commentateur va décrire pour rendre compte de la correction de l'algorithme. Il va montrer que l'algorithme trouve la racine chiffre à chiffre, j'ai appelé le premier chiffre A, le deuxième chiffre B, que à propos du premier chiffre, qu'est-ce que c'est une extraction de racine? C'est trouver le côté d'un carré dont on connaît l'aire. Donc on va calculer d'abord un premier chiffre et on va enlever le carré qui correspond à ce premier chiffre. Ce premier chiffre, il nous donnera la longueur de ce rectangle, et quand on déterminera le second chiffre, il faudra enlever ce gnomon. En termes de calcul, vous vous rappelez peut-être qu'hier, j'avais raconté comment on mettait un dividende dans la ligne du milieu, un diviseur dans la ligne du dessous. Je n'ai pas été jusqu'au quotient qu'on met dans la ligne supérieure. L'extraction de racine va être rentrée dans ce schéma, au sens où le nombre qu'on va déterminer chiffre à chiffre sera rangé dans la ligne du dessus. Le nombre dont on extrait la racine sera comme un dividende dans la ligne centrale. On va fabriquer artificiellement un diviseur pour que l'opération centrale de l'extraction de racine soit l'opération de la division, l'élimination, qui est on multiplie un chiffre du quotient par un chiffre du diviseur pour le retrancher au dividende. Donc vous avez de façon dynamique sur la surface à calculer un processus de calcul qui est façonné pour être identique au processus de division, identique au fait près qu'on va rajouter des lignes ci-dessous pour aménager la valeur du diviseur et pour pouvoir rentrer ce processus de calcul dans le schéma de la division. Alors, extraction de racine cubique, même schéma de mise en corrélation de l'extraction de racine cubique avec la division et en passant avec l'extraction de racine carrée. Je passe, parce que le temps passe et que je le vois, sur le fait que, par contraste, la multiplication et la division vont être mis en forme de façon dynamique sur la surface à calculer, de façon à montrer leur opposition. Donc en fait, on a corrélation entre extraction de racine division, opposition entre, sur la surface à calculer et d'un point de vue dynamique entre multiplication et division. Donc on voit apparaître à la fois du point de vue de l'écriture du texte et du point de vue de la surface à calculer un travail de mise en relation par les processus d'opérations mathématiques. Donc je répète, mise en contraste de la multiplication et de la division, mise en parallèle de la division et des opérations d'extraction. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la manière dont, dans ce paysage mathématique, on va introduire l'équation qui sera en fait une équation quadratique.
J'ai montré tout à l'heure la manière dont, quand nous avions un carré, la première opération de recherche de l'extraction de la racine, c'était l'opération de recherche du premier chiffre, et on enlève le carré qu'on a trouvé pour le premier chiffre et on continue l'opération. L'opération d'équation, elle va être introduite comme l'opération qui prend pour point de départ cette situation mathématique. On oublie la première étape et on résout le problème suivant, trouver x, trouver ce côté-ci, connaissant l'aire de cette figure qu'on appelle un gnomon et connaissant la longueur de ces rectangles. Autrement dit, vous voyez comment, au sein d'un processus de calcul, sur la base de l'interprétation géométrique, on saisit un sous-processus de calcul pour lui donner un statut mathématique. Par le fait de cette pratique de calcul, l'équation va être introduite comme une opération arithmétique. J'ai beaucoup insisté sur le parallèle entre l'extraction de racine et la division. L'extraction de racine, ça devient donc une opération, et l'équation, qui est une sous-opération de l'extraction de racine, devient elle-même une opération arithmétique. Je voudrais mettre en évidence le contraste entre cette manière d'appréhender l'équation et la manière dont nous avons l'habitude sur un exemple très simple qui est celui de la division. Si je dis 3 pommes égale 2 francs, que vaut une pomme? C'est la résolution de l'équation 3x égale 2. Et quand je le présente comme ça, 3x égale 2, je vois l'équation comme une égalité. Cette équation comme une égalité, c'est une tradition qui s'est développée dans le monde arabe à partir d'Al-Khwarizmi. Et à partir du moment où l'équation est une égalité, on peut faire tout un ensemble d'opérations sur cet énoncé comme égalité. Alors qu'en Chine, on va plutôt prendre la division, l'extraction et l'équation qui dépend de l'extraction comme l'opération de diviser 2 par 3 pour avoir le prix d'une pomme. De la même manière que quand on pose une division, on a une opération pour laquelle on a un processus de calcul de la solution, en Chine, on va avoir une équation qui sera une opération, on posera les coefficients et on va avoir une opération arithmétique qui va calculer la racine qui est la solution du problème. Et c'est ainsi qu'on arrive au XIIIe siècle sur un concept différent, toujours dépendant de l'extraction de racine, un concept où on aura des coefficients positifs et négatifs, comme j'ai montré tout à l'heure, etc. Donc on voit une tradition, une évolution conceptuelle et des concepts qui dépendent de façon essentielle de la manière dont on travaille. L'important, c'est que malgré l'adhérence de ces concepts à la manière dont on travaille, à la fin du XIIe siècle, on voit dans une tradition arabe qui aura travaillé de façon tout à fait différente sur les équations comme égalité, transformation d'égalité et autres types d'algorithmes, dans une tradition arabe qui aura introduit des manières géométriques d'approcher les équations, soudain, on va voir apparaître l'équation comme opération arithmétique articulée sur les autres concepts d'équation pour produire un concept qui synthétise des approches qui se seront développées dans des contextes différents. Donc, par cet exemple, esquissé beaucoup trop rapidement, je voudrais vous avoir montré comment
D'une part, on peut établir des corrélations entre les concepts, les cultures au sein desquelles ces concepts émergent. Ceci n'implique pas que ces concepts soient figés, ils peuvent évoluer dans le contexte de cette culture. Ceci n'implique pas non plus que ces concepts restent prisonniers de cette culture, ils circulent et s'articulent à d'autres concepts par une synthèse qui, à mon sens, est une opération essentielle dans notre approche de l'historicité des concepts scientifiques. Je vous remercie.